Donc, Nicolas Bouzou, salut. Nicolas. Totalement hostile à la grande sécu alors, Nicolas. Non, bah, allons-y, puisque... Oui. Parce que j'entendais ton argument sommaire, qui consiste à dire, en fait, il faut un seul payeur. Mais c'est pas des payeurs, c'est pas que des payeurs, c'est ça le sujet. C'est-à-dire qu'en réalité, les complémentaires santé, justement, elles proposent des services. Il faut qu'elles proposent de plus en plus de services sur la prévention, par exemple. La sécu non plus. Mais justement, parce qu'on est dans un système qui n'est pas concurrentiel, qui n'est pas suffisamment concurrentiel. Alors, il l'écrit en toutes lettres. C'est-à-dire, il y a zéro prévention, en fait. Zéro tarification à l'acte de prévention. Je suis bien d'accord, mais Alan est vraiment le contre-exemple complet à ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a quand même la possibilité d'avoir des acteurs qui arrivent, qui proposent des choses différentes, et c'est bon. Et c'est bon. Alors, je ferai le débat avec Jean-Charles, mais enfin quand même. Coût de gestion sur 10 ans, moins 5% pour la Sécu, plus 46% pour les complémentaires. Oui, mais on fera un débat là-dessus, mais il y a plein de choses dans les coûts de gestion. Je parlais de la prévention, par exemple, les actions de prévention, ça rentre dans les coûts de gestion. Puis non, mais c'est dingue que je sois obligé de répéter ça ici face à toi. Mais c'est ça qui est intéressant. La concurrence, elle a un coût que l'on voit, c'est par exemple les frais de gestion, elle a des vertus que l'on ne voit pas, c'est la concurrence et l'innovation produit. Par exemple, là, ces jours-ci, la Sécu rembourse enfin les frais pour les consultations en cabinet, pour les soins mentaux, pour les pathologies mentales. Et bien ça a été lancé en réalité pendant la crise par les complémentaires santé. Ben voilà, vertu de la concurrence. Si les complémentaires santé ne l'avaient pas fait, ce serait toujours pas remboursé par la Sécu. Bon, on reprend le dossier avec Jean-Charles tout à l'heure. Non, je ne suis pas d'accord du tout, mais voilà, on reprend le dossier tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire le libéralisme populaire ? Allez. Alors en fait, non, mais j'ai voulu prendre le contre-pied de ce qu'on appelle aujourd'hui le néolibéralisme, c'est-à-dire qui est une vision uniquement économique et même financière, rigoriste, on pourrait dire, et élitiste du libéralisme. Et ce que j'ai voulu rappeler, c'est que dans la tradition française notamment, le libéralisme, c'était vraiment historiquement la défense des petits, des fragiles, contre les corporations, bien évidemment, héritage révolutionnaire, mais aussi contre l'État. Et ça, c'est l'héritage du 19e siècle. C'est la liberté contre l'État et puis aussi contre les grandes entreprises. Et toutes les lois progressistes, au fond, du 19e siècle, le droit de grève, les syndicats, la liberté d'association, eh bien, elles ont été soit à l'initiative de parlementaires libéraux, soit de toute façon soutenues ou rapportées par des parlementaires libéraux. Ça veut dire que la grande faute, on va le dire comme ça, je vais le dire comme ça, des libéraux, école de Chicago, américains des années 70, c'est d'avoir sorti tout le champ social. Exactement, complètement, absolument. Le texte de Bastia, par exemple, sur le droit de grève, mais quelque chose d'extraordinaire. Donc un mot, Frédéric Bastia, quand même, un mot. Frédéric Bastia, donc, c'était un journaliste, d'ailleurs, c'était pas un universitaire, comme quoi on peut aussi faire des choses profondes quand on n'est pas universitaire. Et en fait, son texte... Donc, il était parlementaire, de Gironde, si mes souvenirs sont bons. À gauche. Et voilà... Tocqueville, d'ailleurs, au passage, a siégé aussi à gauche. Et donc, le texte de Bastia sur le droit de grève, mais c'est mes salariés, vous avez le droit, vous avez la liberté de faire la grève par rapport aux patrons, pour vous opposer aux patrons qui ne veulent pas vous payer suffisamment. C'est ça le libéralisme du 19e siècle, Tout à fait. La liberté d'association. Mais tu y mets, attention, parce que tu y mets, et c'est là où on a un sujet par rapport, disons-le, à la droite française. Oui. Tu y mets, toi, l'ensemble des sujets de société, la liberté d'association dans les couples, la liberté... Voilà. Tu parles de la GPA, enfin, tu parles d'énormément d'éléments, où tu dis la liberté, elle est une et indivisible. Oui, bien sûr, évidemment. Moi, j'ai par exemple beaucoup soutenu la PMA pour les couples de femmes. Alors, la PMA non thérapeutique, disons-le clairement, pour les couples de femmes homosexuelles qui veulent enfanter. Ça, je pense que c'est vraiment une réforme libérale parce qu'elle étend le champ de la liberté. C'était interdit et on a une liberté en plus. C'est la raison pour laquelle, même si le sujet là aussi mériterait un débat et c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est la raison pour laquelle je suis aussi favorable à la GPA, donc la possibilité d'enfanter pour les couples homosexuels hommes. Alors, c'est un sujet beaucoup plus compliqué parce qu'il faut faire appel à une femme pour enfanter quand on est un couple d'hommes, donc ça demande quand même une régulation. Mais j'y suis favorable. Tu rentres dans la marchandisation du corps ? Non, justement. Alors c'est là où, et c'est un débat aussi qui est très intéressant. Or, la GPA est souvent marchande. Donc, oui, mais je suis pour l'interdiction de la GPA marchande. C'est-à-dire que même quand on est libéral, de mon point de vue, on doit être en faveur d'un certain nombre de régulations. Ouais, c'est ça. Qui protègent, puis ces régulations, elles peuvent donner des libertés. Alors pour aller sur un débat, qui est un peu anachronique vas-y. mais qui m'a énormément occupé l'année dernière, pour ceux qui sont charitables au point de me suivre, j'ai été très en faveur du pass sanitaire et après du pass vaccinal sur l'autel du libéralisme, contrairement à beaucoup de mes amis libéraux qui me disaient qu'on allait dans la direction de la Chine, parce que
j'ai considéré au fond que c'était une liberté objective, c'était une contrainte évidemment, mais c'était une liberté objective que l'on nous donnait en plus. Et alors, je déteste, à faire parler les morts, c'est absolument épouvantable. Alors je vais le dire de la façon la plus neutre et la plus sympathique qui soit. Je ne pense pas que Tocqueville ou Raymond Aron, par exemple, auraient forcément été contre le pass sanitaire. Peut-être même qu'ils auraient pu être favorables au pass sanitaire. Raymond Aron n'était pas un pacifiste. Non, mais je dois t'avouer que moi aussi, j'ai été saisi par... Et puis alors, certains des gens qu'on aime beaucoup, quoi. Bien sûr. Tout à coup, la liberté du virus à l'hôpital, je ne comprends pas. Voilà, ça m'échappe. C'est pas la liberté du renard dans le poulailler, mais presque, finalement. C'est très important. Ça n'a aucun sens. Ouais, c'est vraiment très important ce que tu dis, parce que au fond, il y a des agents qui peuvent être liberticides et les libéraux doivent les combattre. Le virus, il faut le combattre. De la même façon, alors pour reprendre un débat du jour, que je considère que il faut mettre aussi nos forces économiques à combattre avec nos armes, donc qui ne sont pas des armes de belligérants, mais l'invasion de la Russie contre l'Ukraine. Ouais. Et là encore, parce que justement, alors pardon, c'est très prétentieux de dire ça, parce qu'en France on dit toujours ça, mais néanmoins, je relisais ou je reparcourais les mémoires de Raymond Aron. Non, c'est horrible de dire ça, je te prie de m'en excuser. Mais ce que je voulais me remettre dans la pensée d'un libéral qui n'était pas un pacifiste et qui était favorable à l'arme nucléaire, à la dissuasion, etc. Voilà. Et Aron l'explique incroyablement bien. C'est-à-dire qu'il dit que la liberté, et c'est ça ce qu'il faut qu'on fasse comprendre, la liberté, c'est pas quelque chose qui vient tout seul. C'est même pas quelque chose de naturel. Il y a un combat, il y a une défense de la liberté, et il y a un combat pour la liberté. Et la liberté, parfois, elle nécessite des armes qui peuvent même, et alors là, je fais horreur à certains de nos amis, qui peuvent parfois être les armes de l'État. Oui. Parce qu'à l'arrivée, et c'est bien ça ton terme de populaire, parce qu'à l'arrivée, c'est bien la liberté et la seule liberté qui garantira une forme d'égalité ou qui garantira la possibilité de l'émancipation pour chacun. Alors, on va en revenir à des choses très économiques. Le droit de la concurrence, tout simplement, notre ami Emmanuel Combes explique ça de façon extrêmement brillante. Quand on défend la concurrence aujourd'hui, on a raison du point de vue économique, parce que, je ne vais pas faire de la théorie économique, mais on protège le surplus du consommateur, etc. Mais on protège aussi la libre entrée de nouveaux acteurs. Et du coup, et là je renvoie aux travaux de Philippe Aghion, et notamment à son livre extraordinaire qui s'appelle « La destruction créatrice », on aide, ce que l'on appelait autrefois, le terme est un peu passé de mode, l'ascenseur social. Absolument. À l'inverse, si on n'a pas des pouvoirs publics pour faire respecter le droit de la concurrence, et si on va vers une économie qui est une économie uniquement oligopolistique, c'est pas bon pour nous en tant que consommateurs, mais c'est pas bon pour nos enfants ou pour les amis de nos enfants, qui n'ont pas forcément la chance d'avoir les bons parents, les bonnes études, etc. Et qui néanmoins pourraient bosser dans une start-up parce qu'ils recherchent, parce qu'ils sont super débrouillards, etc. Et qui pourraient bosser dans une boîte qui aurait cette capacité à se développer et à faire... Alors ça, Philippe Aghion, c'est passionnant, dans son livre « La destruction créatrice », montre que dans la tech, à job équivalent, c'est-à-dire job équivalent au niveau de salaire, etc., dans la tech, l'ascenseur social dans les startups va beaucoup plus vite que dans les grandes entreprises qui sont protégées et parfois qui sont en situation oligopolistique. Alors, donc le libéralisme, tout se tient. Enfin, je sais que t'en es mais bien sûr, bien sûr. Mais voilà, non, mais c'est très intéressant. Alors, mais la tech nous amène à ce que tu appelles le choc démographique que promettent les robots. On va lire un mot, mais ta conviction, c'est qu'on est... Et alors, il faut le dire, ce sont des chroniques que tu as retravaillées, absolument, écrites sur l'année 2021, 2020, 2021. Et certaines d'entre elles ont pris un terrible coup de vieux avec l'invasion russe. Oui, absolument. Est-ce que tu penses que l'invasion russe est une rupture supérieure au Covid ? Oui. Ah oui, complètement, bien sûr. Et donc, est-ce que à ce moment-là, on va le voir, c'était la une de The Economist il y a à peu près 18 mois. Ouais. C'était quand on lançait Bismart. Donc voilà, j'étais absolument ravi de cette une. Roaring Twenties, The Economist qui nous dit en gros, de la même manière que l'électricité, la généralisation de la force électrique a fait une croissance extraordinaire en 1920. Toi tu dis, la tech, la robotique, le digital peut nous amener vers une croissance comparable sur ce début du 21e siècle. Mais alors là, pour le coup, je pense que le conflit ne change pas ça. Aujourd'hui, rapidement, mais
Il y a une troisième révolution industrielle, donc c'est celle du numérique, de l'intelligence artificielle, des robots, des imprimantes 3D, des biotechnologies, ça on l'a vu pendant la crise de la Covid. Ce qui fait les révolutions industrielles, c'est la convergence de ces technologies, c'est pas quand elles sont utilisées indépendamment les unes des autres. C'est l'usine 5.0, quoi. Voilà. Donc, c'est ça. Les robots pilotés par de l'intelligence artificielle avec de la 5G, etc., et qui vont aussi enclencher des imprimantes 3D. C'est fondamental ça, Nicolas, parce que c'est comme ça qu'on explique qu'une technologie émergente dans les années 80-90 donne son potentiel maintenant, c'est ça le sujet. C'est long. C'est ça ce que je vais expliquer. Donc il y a la fameuse phrase de Robert Solow qui est très connue dans les années 90. Je vois des ordinateurs partout, sauf dans les statistiques. Et en fait, donc c'était brillant comme phrase. Simplement, quand on regarde l'histoire, on voit que entre le moment où une innovation apparaît et le moment où on a des gains de productivité, c'est très long. Et ce qui est intéressant en ce moment, c'est que pour qu'il y ait des gains de productivité, il faut qu'il y ait une contrainte très forte. Alors le Covid en a été une. Typiquement, moi je travaille beaucoup sur l'économie de la santé. Les médicaments ou les vaccins à base d'ARN messager, ça faisait des années qu'on travaillait dessus. Et là, évidemment, tout a accéléré parce qu'on en avait besoin. Et là, il va se passer la même chose, en fait, malheureusement, d'une certaine façon, avec le conflit. Alors, ce que je vais dire, je vais enfoncer une porte ouverte, mais je vais l'ouvrir quand même. Les dépenses militaires vont très fortement augmenter. Évidemment, on va utiliser toutes ces technologies. Toutes celles que j'ai citées, on va les utiliser pour des applications militaires et donc il va y avoir des marchés qui vont se développer. Et donc ma conviction, c'est en effet qu'on va chose pour les solutions vers une forte croissance. Ça y est. Alors là, c'est très intéressant parce que ça va ensemble. Moi, par exemple, je suis très favorable au boycott des hydrocarbures russes, gaz plus pétrole. Évidemment, c'est un peu compliqué, mais comme j'ai fait beaucoup d'histoire, je sais très bien que nécessité fait loi. Voilà. Et donc qu'on va y arriver et qu'on va innover et que ce qui fonctionne pas bien aujourd'hui dans le domaine des renouvelables, du coup ça devait mieux fonctionner dans 10 ans, ce ne sera pas dans 10 ans, finalement ce sera dans 4 ans. Et donc je pense que cette forte croissance, malgré tout, on y va. Le sujet, l'un des sujets clés, je te lis, l'apparition d'une innovation radicale démode brutalement les anciennes technologies. L'obsolescence du capital physique comme humain s'accélère, ça c'est nous, l'obsolescence du capital humain, s'accélère car les anciennes machines et une partie du savoir accumulé par les individus ne valent plus grand-chose. Mais le remplacement des anciennes technologies par les nouvelles est un processus long et coûteux. Il faut réunir des financements, changer les machines, former les personnes. L'entre-deux, la production baisse, ou pour reprendre les termes schumpeteriens, la destruction détruit transitoirement plus de valeur que la création n'en génère. Qu'est-ce qu'on fait pour les hommes et les femmes qui sont dans cet entre-deux? Exactement. Et donc on en revient à cet immense sujet dont on parle beaucoup mais qu'on n'arrive pas à bien traiter, qui est celui de l'éducation-formation, mais ça part de l'éducation. Et je vais donner un exemple très, très concret. Moi, un des sujets qui m'inquiète le plus en France, pour des raisons économiques, pas seulement pour des raisons sociales, c'est l'effondrement du niveau en mathématiques, y compris chez nos élites. Parce que si je reprends très rapidement toute ma chaîne de raisonnement, tout à fait. Si on veut avoir... là encore, je vais être très concret. Je pense que sur l'hydrogène, on a un coup à jouer en France. Je pense. Je trouve qu'on a les cartes en main, je trouve que c'est bien, on a les entreprises, on a les marchés, on a la technologie, l'État essaie de faire des trucs intelligents, donc je pense que c'est jouable. Simplement, il faut des gens pour travailler dans l'hydrogène. Ça ne se fait pas tout seul. Ces gens, ce sont des ingénieurs. Pour être un très bon ingénieur, il faut des compétences en physique. Pour avoir des compétences en physique, il faut de très bonnes compétences en mathématiques. Si tout le monde est nul en mathématiques, on va faire venir que des étrangers. Je déteste le nationalisme, mais je suis pragmatique. Je préfère qu'on fasse travailler des Français dans la filière hydrogène. C'est juste du bon sens. Et puis il n'est pas du tout sûr que les étrangers viennent chez nous. Et en plus, ils sont ailleurs, ils sont un peu partout. Ils sont ailleurs. Tout à fait juste. Donc il faut vraiment partir de là, sachant que c'est pas des investissements à très long terme. Enfin, je veux dire, les lycéens, ils sont sur le marché du travail dans 6 ou 7 ans, peut-être moins pour certains d'entre eux. Donc, on parle pas de. Oui, mais cette affaire de mathématiques se joue en primaire, Nicolas. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Oui. Eli Cohen, qui était venu nous voir, là, on fait un chapitre entier dans son nouveau bouquin avec les chiffres, mais affolants. Il a raison. Les commentaires, juste, je le rappelle, mais ceux qui font les classements internationaux se permettent des commentaires sur le sujet des Français en primaire. Oui, complètement. C'est ahurissement. Ah non, mais c'est clair. Donc c'est là que ça se joue, et donc ça échappe au temps politique. Moi, c'est là qu'on peut avoir peur, non ? Vas-y. Bon, là, non, enfin, je pense quand même qu'il faut agir, mais parce que c'est pas du si long terme que ça. Mais après, on a tout le sujet, évidemment, donc apprentissage, c'est bon, on y est, ça, on a réussi à le faire. Comme quoi, il y a des choses qui peuvent fonctionner en France, ça coûte cher, mais on y est. Et puis, il y a tout le sujet de la formation continue. Alors là encore, moi, je décline des propositions extrêmement concrètes. Je trouve que le compte personnel formation, c'est très bien. Parce que là, vraiment, c'est un outil libéral. Tout le monde a son compte, on peut l'utiliser comme on veut. Allez, je vais faire une entorse à mon libéralisme. Je trouve qu'il n'est pas toujours très bien utilisé. Et pour le dire un peu brutalement, le compte personnel formation,
c'est très bien de financer des cours de poterie, mais c'est pas fait pour financer les loisirs, c'est fait pour financer les formations dont les entreprises et dont l'économie française a besoin. Donc il faut qu'on le flèche. Oui, mais ce dont on parlait là, si je sais pas faire une règle de 3 à la sortie de CM2, c'est pas le compte personnel de formation quand j'ai 30 ans qui va me faire travailler dans l'hydrogène. Mais c'est clair, bien sûr. Voilà. Alors, heureusement, il y a quand même beaucoup de gens qui savent faire une règle de 3, mais... tu vois, je ne peux pas recevoir l'argument selon lequel, comme c'est du long terme et comme pour tout de suite, ça n'aura pas un impact, on ne peut pas le régler. Il faut quand même faire des choses. D'autant plus que, et là je le dis pas par bien-pensance, hein, Stéphane, je le dis vraiment parce que je le pense, en France, on a un terreau en matière d'innovation qui est exceptionnel. Et je le redis, ce n'est pas un discours de politique, etc. C'est pas ça. On a vraiment les écoles, les savoirs scientifiques, les start-up, on a le premier tour de table, on a le deuxième tour de table. On commence à avancer sur le troisième tour de table, mais par contre, pour reprendre un langage qui est très courant sur Bismart, on ne passe pas à l'échelle. Et moi, c'est ça qui m'obsède, je dirais presque, c'est ça qui m'empêche de dormir. Tu dis nos 26 licornes, ça va pas. Parce qu'elles sont trop petites, c'est que des licornes, et puis je vais dire un truc très désagréable, et là je sais qu'il y a des gens qui nous regardent qui vont me détester, elles sont pas... Enfin, j'ai plus d'ambition pour la France qu'un terrain de football numérique. On n'est pas assez dans la deep tech, on n'est pas assez dans la clean tech. Sorare. Mais c'est bien. J'ai entendu, je ne le connaissais pas, j'ai entendu le fondateur de Sorare, enfin l'un des cofondateurs. Mais le gars est extraordinaire. Mais je dis pas ça, je dis que... Et surtout, ils ont une espèce de furie patriotique. Oui. Alors, c'est pas possible, on ne va pas tricher avec ça. Tellement il le répète, sa volonté de faire le géant du jeu vidéo ou du jeu sportif en France. Bon, je referme la parenthèse. Tu dis, non, mais tu dis, donc tu parles de ça, mais tu insistes beaucoup sur, et notamment, ça nous ramène à la santé que tu connais parfaitement bien, l'accès au marché. Ah oui. Et on en revient là sur la concurrence. Absolument. Voilà. En fait, il y a deux choses. Ce qui nous manque, c'est l'amont et l'aval. C'est-à-dire, en amont, quand même, des financements qui sont plus importants pour des sommes qui sont des sommes colossales, 500 millions, 1 milliard d'euros de levée de capitaux, etc. Moi, par exemple, je suis favorable à ce qu'on commence à faire un Nasdaq européen, parce que Euronext, c'est pas le Nasdaq, même si Euronext dit que c'est le Nasdaq, mais en fait, c'est pas vrai. Donc ça, c'est en amont. Et en aval, en effet. Alors, là, j'ai plein d'exemples, et tu en as plein, parce que beaucoup viennent s'exprimer sur Bismart, mais combien d'entreprises, combien de clients me disent « c'est plus facile pour moi d'aller sur le marché américain ou sur le marché chinois, bien sûr, parce que je fais une étude, et si je passe la réglementation qui est stricte, mais si je la passe, je l'ai passée. » En Europe, bien qu'on ait fait le marché unique, mais en fait, on ne l'a pas fait sur tous les marchés, et notamment, on ne l'a pas encore fait ou achevé sur ces marchés de la troisième révolution industrielle. Je dois faire 27 études, 27 demandes. C'est pas possible. Et là, on a l'outil. On a l'Union européenne et on a l'expérience du marché unique. Et en plus, on sait que le marché unique, c'est la grande réussite de l'Europe. Nos amis britanniques, ce qui les a le plus embêtés, c'était de quitter le marché unique. Tout à fait. Et donc, il faut l'étendre, il faut le continuer, parce que c'est formidable. Alors ça, je sais que c'est quelque chose peut-être dont on n'a pas conscience, mais dans une économie qui est une économie de plus en plus capitalistique, où le ticket d'entrée en tech, il est quand même important, il faut pouvoir amortir ces investissements sur le marché. Donc le marché européen, il faut le faire. Et en plus, je crois que c'est possible. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas possibles à 27, mais là, je pense que c'est possible. L'exemple que j'ai beaucoup raconté, c'est le merveilleux Bertin Naoum, que tu connais forcément, voilà, qui fait des robots de chirurgie médicale. Il a fallu qu'ils vendent. C'est-à-dire, c'est absolument impossible, une fois que tu as conquis une dizaine d'hôpitaux en France pour des dispositifs qui sont évidemment très très coûteux, pour aller les conquérir en Allemagne, en Espagne, en Italie, il faut tout recommencer à zéro. Exactement. Comme tu le dis, c'est absolument impossible. Et alors ça, juste vas-y rapidement, parce que... très rapidement, ça c'est la prime au gros. Hein. Mais bien sûr, c'est la prime au gros. Et donc c'est la prime à la rente. C'est la prime à la rente. C'est la prime à la rente. Et ça, pour revenir au début de notre conversation, moi, libéral, j'aime pas la rente. La dette est le moteur monétaire. Alors, là, je vais être marxiste. Tout ce qui compte, la seule chose qui compte, c'est la valeur travail. C'est-à-dire que pour fabriquer cette table, c'est ce que Marx appelle du travail mort. Hein. C'est des travailleurs qui l'ont fait. Ouais. Donc, au bout d'un moment, on peut mettre toute la dette qu'on veut. Moi, j'ai soutenu à fond, hein, le quoi qu'il en coûte, tout ça, j'ai soutenu à fond. Simplement, au bout d'un moment, on peut mettre toute la dette qu'on veut. Il faut, au bout du compte, qu'il y ait des gens qui soient formés, qui travaillent, qui ont envie de travailler et qui soient astucieux. Donc, c'est ça la contrainte. Je reprends un exemple concret. La transition énergétique. Allez, l'isolation des logements. Ouais. De quoi on manque aujourd'hui pour isoler les logements ? De bras. Oui. On manque pas d'argent. Hein. Les aides, elles existent. Ma prime rénov', c'est super, etc. Mais on peut mettre plus. Ça ne sert plus à rien. Donc en fait, l'endettement
Tu veux un exemple vécu? Non, mais parce que là, elle me raconte. Parce que, et voilà, donc, tu prends une entreprise sérieuse, parce que quand même, tu fais du boulot, il y a une entreprise sérieuse. Oui, aucun problème, monsieur Soumier. Donc, là, pour l'instant, les rendez-vous, c'est dans 18 mois. Voilà, c'est ça. Pour changer des fenêtres. Voilà, 18 exactement, mois. bien sûr. Voilà. Donc là, c'est pas un problème d'endettement. Donc on peut faire tout ce qu'on veut maintenant en matière d'endettement. De toute façon, du point de vue macroéconomique, peur de la dette ou peur de l'inflation, il faut choisir. Hein. Ça ne peut pas être les deux à la fois, parce que l'inflation rembourse la dette. Donc soit on pense qu'il va y avoir de l'inflation, auquel cas il n'y a plus beaucoup de problèmes de dette, soit on pense qu'il n'y a pas de problème d'inflation, et là on peut s'inquiéter pour la dette. Moi j'ai choisi mon camp, je pense qu'il va y avoir de l'inflation. Je pense que l'inflation va s'auto-entretenir. Je peux me tromper, hein, ce que je dis est très minoritaire, mais je crois à la boucle prix-salaire. Non, mais je crois à la boucle prix-salaire. Moi, je pense qu'on y est, parce que j'ai un cabinet d'études et de conseil, et je vois les frustrations sociales chez les salariés qui se sont accumulées pendant 2 ans, et j'avais une banque privée la semaine dernière, ils me disent, je les tiens plus les salariés. Au niveau salarial. Hein. C'est clair, mais bien sûr. C'est une banque privée, hein. Des gens super bien payés qui roulent en Tesla, hein, je ne les tiens plus. Donc je pense qu'on va aller vers la boucle prix-salaire. Alors attends, ça m'intéresse beaucoup. Malgré l'échec, parce qu'on se rend bien compte que les États font un maximum pour éviter cette boucle prix-salaire en envoyant des chèques pour essayer de compenser l'inflation sans que ça rentre dans les salaires. Et que les entreprises elles-mêmes mettent le pied sur le frein pour l'instant et font des primes défiscalisées, des intéressements, de la participation, etc. Alors je pense que tout ça est bien. Je pense qu'il faut faire les chèques, il faut faire les primes, etc. Mais je pense que, en fait, à partir du moment où on va considérer qu'un certain nombre de hausses de prix sont durables, les gens, c'est ça, hein, le mécanisme. Alors je reviens à de la macroéconomie très classique. Si les gens pensent que c'est durable, ils vont demander des augmentations de salaire durables. Or, sur l'énergie, il y a... Pardon. Non, mais je pense qu'on est d'accord. On peut penser que sur l'énergie, sur l'alimentation, sur ce qu'on appelle maintenant, c'est très beau, en très bon français, la greenflation, c'est-à-dire l'augmentation des coûts liés à la transition énergétique, il y a des hausses de coûts qui sont durables. Donc les gens le voient. Là encore, tu dis l'inflation est là, mais tant mieux. En fait, de toute façon... Elle va régler ce problème de dette qui obsède quand même énormément de Français aujourd'hui. En fait, quand tu regardes le ratio de dette sur PIB aux États-Unis, il baisse, alors même qu'ils font tout un tas de plans de relance, mais il baisse parce qu'avec l'inflation à 10%, quasiment 10% et de la croissance, en fait, tous les ratios d'endettement diminuent, en fait. Mais l'inflation, ça n'est rien d'autre, là aussi je reviens de la macroéconomie très classique, hein, l'inflation, ça n'est rien d'autre que la taxe cachée pour rembourser la dette. Mais c'est la même chose qu'un impôt. Hein. C'est comme un impôt pour rembourser la dette. Sauf qu'on ne le voit pas, donc c'est un peu plus indolore. Et ça peut être, je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, moi qui me tient énormément à cœur, une forme de transfert générationnel. Si du côté de l'État, tu restes très très modéré sur l'indexation des pensions de retraite. Et si en revanche, les salaires d'entrée connaissent des niveaux... Je sais pas, je vais te décevoir, je ne sais pas si on va être très modéré c'est les vieux qui votent. L'indexation. Il y aura des pressions qui sont extrêmement fortes. Mais juste pour bien faire comprendre ce dont on parle là encore de façon très concrète. Aujourd'hui, pour un épargnant, le meilleur rendement net d'impôt qu'on peut avoir sans prendre des risques déments, le meilleur, de loin, c'est 2% net d'impôt, le meilleur. L'inflation qui est assez basse en France, elle est à 5. Ça veut dire qu'au mieux, aujourd'hui, en étant un épargnant super intelligent, en faisant un peu d'optimisation fiscale, ce qu'il ne faut pas faire, je perds 3% par an. Au mieux. Donc, la ruine de l'épargnant, on y est. Hein. Bon, c'est bien ou c'est pas bien ? Non, si. C'est bien. Non, mais Nicolas. je vais le dire autrement pour pas trop me mouiller, ce qui n'est pas dans mon habitude, mais de toute façon, moi j'avais étudié ça dans un livre précédent. Les 2 plus gros chocs pour une société, y compris les chocs d'endettement, c'est pandémie ou conflit. On a les deux. Enfin, conflit, on l'a pas directement, c'est pas nous, mais on augmente quand même nos... Donc on a les 2 chocs, les 2 chocs les pires qui peuvent arriver en matière d'endettement, on les enchaîne l'un après l'autre. Donc derrière... il y a forcément des taux d'intérêt réels, il y a forcément de l'inflation pour rembourser la dette. Qui va revenir alors sur renforcer ce qui est quand même un des points qui t'intéresse beaucoup aussi, qui est je ne vais pas appeler ça le sentiment d'inégalité, parce que certaines d'entre elles sont réelles. Il y a un accroissement réel par rapport au... Alors maintenant, ils en sont au 0,1%, même si c'est vrai, les progressions boursières ne prennent de l'argent à personne. Non. Voilà quoi, c'est non. grande différence avec justement la rente ou la prédation, etc. Et tu dis, les inégalités sont perçues comme d'autant plus injustes qu'elles apparaissent comme gravées dans le marbre. Bien sûr. Alors en fait, c'est là aussi, je reviens pour le coup à de la philosophie très classique, qui est celle de John Rawls, c'est-à-dire les inégalités ne sont pas un problème de justice sociale à partir du moment où elles ne bloquent pas l'ascension des plus modestes, des plus fragiles. Ou, je le redis autrement, les inégalités sont un problème si elles se transforment en rente.
Donc le sujet, ça n'est absolument pas celui des inégalités mesurées par les indices de Gini, les distributions interdéciles, intercentiles, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les regarder, bien sûr, mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment la personne qui n'a pas eu des parents qui sont des parents diplômés, qui gagnent leur vie, etc., comment est-ce qu'on peut l'amener dans les meilleures conditions matérielles de vie. C'est ça le sujet, et ça, on ne le voit pas dans ces ratios-là. Donc là, on en revient... Oui, mais c'est là que nous, Français, on a un problème. Ah ben on est parmi les pires au monde. Voilà. Mais c'est ça qui crée, y compris ce ressentiment que je sens et qui m'inquiète beaucoup. C'est un très mauvais sentiment, le ressentiment. Et je le sens, hein, vraiment, je le sens presque dans la rue. Et donc, comment on lutte contre ça ? Ben justement, alors on y revient, par l'éducation, par la formation, par l'apprentissage. L'apprentissage directement en entreprise, c'est super. On a commencé à le faire, là, ces dernières semaines, parce que les entreprises, dans le BTP, elles ont besoin de gens tout de suite, et c'est pas forcément possible de mobiliser le compte formation. Allez, tiens, on le voit, un exemple que je trouve très intéressant, avec les réfugiés, par exemple. Les entreprises, aujourd'hui, ça mériterait, pas journaliste, mais ça, c'est une super émission. Moi, je vois beaucoup d'entreprises qui me disent... on fait travailler beaucoup d'Afghans, c'est formidable parce qu'on ne trouvait plus personne, etc. Moi, j'ai un chef d'entreprise dans le transport routier. Il m'a dit, mais il y a plein de gens, ils ne veulent plus bosser. Je travaille avec des Afghans qui sont partis, etc. Mais c'est formidable, on les paye, on les aide, etc. Ça se passe formidablement bien. Ils sont incroyablement intégrés alors qu'ils sont arrivés il y a 1 an. Ouais. Et on peut faire ce même travail avec les réfugiés ukrainiens. Donc, on peut là vraiment faire quelque chose. Ils ont vocation à rentrer chez eux quand même, j'espère. Oui, alors... Il n'y a pas beaucoup d'hommes, bien sûr. Mais je prends cet exemple pour montrer la puissance de l'intégration économique. Et je veux dire qu'elle peut être très rapide, c'est ça ce que je voulais dire. Grand débat entre les libéraux, tu es contre le revenu universel. Non, enfin, ouais. Non, mais les libéraux, vraiment la capacité de certains de mes amis libéraux à aller pile dans ce qu'il faut, là où il ne faut pas aller et ce qui n'intéresse pas les gens. Non, mais je veux dire... Alors, le revenu universel, déjà, parce que moi, les gens me parlent beaucoup, hein. Mais jamais personne ne m'a parlé du revenu universel dans la vie. Hein. Les gens, ils me demandent... Alors, il y en a un, c'est le RSA. L'un des débats de la présidentielle, RSA et revenu d'activité. Ah, c'est pas le revenu universel ? Mais absolument pas. Le RSA, à partir du moment où 7 ans après la création du RSA, tu as la moitié des allocataires qui n'en sont pas sortis et qui n'en sortiront jamais, ça devient du revenu universel. Non, mais d'accord. Oui, mais c'est ça le revenu universel, dans sa pureté, c'est pas ça. Le revenu universel, c'est du simple fait que nous existons, nous avons droit à un revenu de la collectivité. Mais j'y suis absolument opposé. Pourquoi ? Pour une raison, là encore, je vais essayer d'aller vite, mais qui est très profonde et qui est une raison philosophique. Alors là aussi, c'est le plaisir d'être sur un plateau de télé en France. C'est la dialectique du maître et de l'esclave chez Hegel. C'est-à-dire, le maître, à force de se vautrer dans son canapé et de regarder des séries Netflix, devient l'esclave. Et l'esclave, à force de travailler, devient le maître. C'est ça. Et c'est une idée qui est incroyablement profonde. C'est-à-dire que je pense que l'armature de nos sociétés, ça doit rester le travail, parce que c'est le travail qui est émancipateur. Nicolas, au cœur de la philosophie libérale que tu défends, il y a quand même une confiance fondamentale en l'être humain. Oui. Comment penser qu'à partir du moment où tu lui mettras entre les mains les moyens de sa réussite à travers un revenu universel, il ira se vautrer sur un canapé en regardant Netflix. Mais ça, c'est d'une naïveté, mais confondante. En mettant 600 € dans les mains de quelqu'un, on lui donne la possibilité... Tu mets pas 600 €. L'idée du revenu universel, c'est que tu enlèves... Tu prends les 600 milliards de dépenses sociales et tu les divises par 66 millions de Français. Voilà. Emballer, c'est peser, c'est ça le sujet. Mais moi, j'en veux pas. Moi, à la limite, j'en veux bien, mais je veux pas que mes enfants touchent le revenu universel. Ils ont tout, il n'y a aucune raison qu'ils aient ça. Non, je crois vraiment qu'il faut donner plus à ceux qui ont le moins. Enfin, je crois que c'est vraiment ça, la solidarité. Et je pense que c'est très important. Hein, les gens dont tu parles au RSA, ça nous renvoie au débat qu'on avait tout à l'heure, de ce sujet de la reproduction sociale. Mais évidemment. Et du fait. Mais ces gens-là, il faut les aider. Voilà, et donc c'est une aide, il faut les prendre par la main, il faut les aider à sortir de la situation dans laquelle ils sont, et ça demande en fait énormément de moyens, parce que c'est très compliqué. Moi, je vois des gens parfois, aujourd'hui, c'est la 3e génération de demandeurs d'emploi, donc je vois des petits, ils n'ont jamais vu des gens de leur famille travailler. Donc il faut vraiment les aider, et ça nécessite c'est d'accord, parce que ça c'est intéressant, c'est le débat, enfin énormément d'économistes, alors que la population française est globalement largement favorable à ce qu'il y ait une forme d'activité obligatoire qui soit conditionnée au RSA. Oui. Énormément d'économistes disent ça sert à rien, ça coûte trop cher, c'est du temps perdu, on invente des activités inutiles pour des gens qu'on n'arrive pas à encadrer. En fait, et toi tu dis si, il faut le faire. Voilà, enfin je pense que tout dépend de ce qu'on met derrière cette idée d'activité.
au fond, ça nous renvoie au débat des contrats aidés. Les contrats aidés, moi j'étais contre, donc c'était il y a 5 ans, ça paraît très loin maintenant, tout ce qui s'est passé. Mais on est toujours là-dedans. On est toujours là-dedans. Et le contrat aidé, il y en avait énormément, donc il fallait en supprimer, ce qu'on a fait, et je crois qu'on a eu raison. Mais l'idée, en revanche, d'avoir des contrats aidés pour des personnes qui sont, pour reprendre le langage technocratique des économistes, éloignés de l'emploi, ça, je pense que c'est très important. Donc ce sont les gens dont on parle. Et donc ça veut dire un accompagnement, c'est pratiquement un accompagnateur pour exactement. Mais c'est exactement. Mais je crois que c'est ça. Pour 2 grands maximum. Oui. Non, mais je crois que c'est ça. Ça coûte une fortune. Voilà, c'est bien ce que je dis. C'est pour ça que je pense qu'il faut recentrer vers ceux qui en ont le plus besoin. Et donc c'est l'inverse du revenu universel. Réformer l'État en partant des besoins des citoyens. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la réforme de l'État, ça fait super longtemps qu'on en parle, etc. Moi, je pense néanmoins que le sujet de la McKinsey a un avis là-dessus. Voilà. Oui, alors, allons-y, mettons les pieds dans le plat. Parce que je le dis dans le livre, une très bonne expérience de réforme de l'État qui a fonctionné. C'est Tony Blair dans les années 90. Et comment a-t-il fait? Je te le donne en mille. Il a pris des consultants auprès de lui en leur disant, regardez par exemple les permis de conduire, est-ce qu'on peut faire plus vite? Les permis de construire, est-ce qu'on peut faire plus vite? Donc on part vraiment des besoins du citoyen, sinon on ne sait pas comment faire. Alors attends, parce que sur la méthodo, tu racontes qu'il a créé une sorte de, on dirait une start-up aujourd'hui, une PME à l'époque. Mais auprès de lui. Auprès de lui, de 30 personnes. Voilà, c'est ça. En fait, mais qui n'étaient pas membres de l'administration britannique. Alors c'est ça. Alors, pour faire de la simplification, il ne faut surtout pas demander à un parlementaire. Le Parlement produit des normes. Donc il ne faut pas demander à un parlementaire. Il ne faut pas demander à un ministre. Le pauvre, il va être sous le feu des médias tout de suite. Dès qu'il va faire un truc, ça va être la catastrophe. Faut pas demander à un haut-commissaire. Haut-commissaire, c'est bien, mais en fait, il sera sous la tutelle du secrétariat général du gouvernement, du Premier ministre, qui est un poste très politique. Donc c'est auprès du président ou de la présidente, auprès de lui, et il doit lui rapporter tous les mois. C'est-à-dire que ça doit être vraiment le président, même pas le secrétariat général de l'Élysée. C'est comme ça qu'a fait Tony Blair. Voilà. Où est-ce que vous avez... Pour le NHS, à l'époque, c'était la réforme du service hospitalier. Mais ça a marché. Parce que le NHS, qui était une administration soviétique dont tout le monde se plaignait, est devenu quelque chose qui est beaucoup mieux aujourd'hui et qui est vraiment quelque chose de moderne, qui est investi et qui fonctionne beaucoup mieux que ça n'était le cas. Donc il faut avoir une méthode et prendre le problème de la simplification par les besoins. Sinon, on n'y arrive pas. Et après, il faut des mécanismes institutionnels qui n'existent pas et qui font qu'on élimine toutes les normes qui sont des normes inutiles. Parce qu'aujourd'hui, ça aussi, il faut vraiment que les Français le sachent, en fait, il y a un résidu de normes considérable parce qu'il n'y a aucun mécanisme de suppression de choses qui n'ont plus d'intérêt aujourd'hui. Pour le coup, tu prenais l'exemple du permis de conduire, qui est un excellent exemple, qui porte énormément d'éléments. Non, et puis c'est tout ce dont on parlait, c'est-à-dire la réduction des inégalités. Oui. C'est aussi la possibilité donnée à ceux qui n'ont rien de pouvoir au moins se déplacer pour aller répondre aux offres d'emploi. En l'occurrence, c'est un peu ce qui s'est passé. Mais c'était Macron, ministre de l'économie et des Finances, et avec, moi je m'en souviens très bien, parce qu'à l'époque, les gens d'Ornicar notamment venaient nous voir assez régulièrement. À un moment, ce sont les préfets qui sont en charge de définir les places pour les examens. Enfin, il faut un truc autoritaire à un moment. Voilà. Surtout en France. Moi, je le regrette, je suis un décentralisateur, mais la France est un pays qui est centralisé et la simplification doit venir du haut. Mais tu sais, Stéphane, c'est comme dans les entreprises. Hein. La lutte contre les process dans les entreprises, j'avais fait un livre là-dessus il y a quelques années avec Juliette Funès, c'est une guerre. C'est une guerre et ça part du haut. Pareil. Et ils ont eux aussi besoin de McKinsey pour faire ça. Voilà. Même les entreprises. Non, refermons cette... oui, non, si mais c'est devenu symbole. Mais non, mais c'est devenu symbole. Pourquoi j'ai mis chapitre 12, moi? Gouverner en période trouble. Oui. On est au cœur de la crise de la démocratie. Voilà. Toi, tu continues à penser, parce que c'est ça la grande question en fait qui est posée depuis l'invasion russe. Depuis qu'un gars nous a montré que vous pouvez avoir le contrôle total du pouvoir absolu dans votre pays, ça vous suffira pas. Il en faut toujours plus. Ouais. Un peu comme certains patrons avec le pognon, tu vois, c'est un truc de dingue. Sauf que lui, comme disait l'autre, il a des dents atomiques. Tu crois qu'on peut néanmoins rester optimiste ?
Tu crois qu'on est sur cette aspiration à l'idéal démocratique et à la fin de l'histoire, pour prononcer le mot? Ça, j'en sais rien. Moi je suis pas qu'un économiste, comme je le dis dans le livre, je suis aussi un idéologue, ce que j'assume parfaitement. Et donc ça, moi, je le défendrai jusqu'au bout de ma vie, dans la lignée, elle est encore très prétentieuse, ce que je veux dire, mais c'est la tradition française de Tocqueville, Benjamin Constant, etc. Donc je pense que la démocratie libérale, c'est le bien le plus extraordinaire que l'on puisse avoir. C'est notre bien le plus précieux et donc il faut le défendre. Mais je pense que cette histoire est très intéressante parce que c'est ça ce qu'elle met à l'épreuve. C'est dans quelle mesure, nous, démocratie libérale, on peut être fort. Et je suis quand même assez confiant. Tu sais, on disait cette modernité, elle est très matérialiste, les gens ont plus de valeurs, etc. Pendant le Covid, on a eu des valeurs, on a protégé les plus fragiles, et puis ça a eu un coût. Absolument. Là, on a des valeurs, quand même. Oui. On essaie de dire stop. On essaie de dire stop. Moi, je te disais, je suis très favorable au boycott. Il y avait un bon article de Pisani-Ferry qui disait quelque chose de juste il y a quelques semaines. On inflige 20 points de récession à la Russie. On doit être capable d'accepter 2 points de récession pour infliger 20 points de récession à un pays qui nous menace et qui menace nos valeurs. Parce que c'est la force de la démocratie. Parce que c'est la force de la démocratie, que c'est très important et qu'il faut se battre contre ça. Bon voilà, allez lire ça, Nicolas Bouzou. En plus c'est très pratique, série de chroniques, etc. On en lit 2, puis on va faire autre chose. Non, c'est parfait. Avec le café, c'est absolument parfait. Merci Nicolas. Merci à toi. On continue Bismart.